Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui complète le livre Les outils du machine learning, livre qui est disponible en librairie depuis le mois de mai 2021. Cette présentation concerne de manière particulière le chapitre 5 et on va parler ici de méthodes de classification. Cet exposé complète la présentation qui se trouve dans le livre. Donc nous vous invitons à relire ce chapitre. Le livre, vous pouvez vous le procurer soit auprès de votre libraire, soit directement sur le site des éditions Ellipse. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées sur le site web du Limos et vous pouvez consulter nos pages web personnelles pour vous tenir au courant de nos différentes activités de recherche et ou d'enseignement. Alors, cette présentation concerne les méthodes de classification. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Bien, ça veut dire qu'on suppose qu'on dispose en entrée d'un ensemble d'individus qui sont les lignes d'une matrice et que pour chacun de ces individus, on dispose d'un certain nombre d'attributs que l'on connaît. Et pour chaque individu, on a la valeur associée à chaque attribut. Alors, parmi toutes les méthodes de classification, ou toutes les méthodes de classification, ont en commun l'idée qu'on va essayer de regrouper ces individus en mettant ensemble des individus qui se ressemblent ou bien qui sont proches les uns des autres. Proches ou qui se ressemblent, eh bien c'est des définitions un peu vagues. Il va falloir définir plus précisément ce que cela signifie. Il existe beaucoup de méthodes de classification. Dans le chapitre, nous en avons présenté seulement quelques-unes. On peut citer la méthode des centres mobiles ou la méthode des camines, des méthodes de classification hiérarchique, l'analyse en composantes principales, qui sont les méthodes les plus connues ou celles qu'on trouve le plus fréquemment dans les différents supports de cours. Alors, pour travailler sur des problèmes de classification, il existe des bases de données qui sont très bien connues et qui sont très bien répertoriées. Nous vous invitons à consulter par exemple les archives qui se trouvent à l'adresse suivante et dans lesquelles vous trouverez un repository destiné aux problèmes de machine learning. Pour notre part, dans le livre, nous avons souhaité reprendre un exemple issu du milieu médical, un peu dans la continuité de ce que nous avons fait avec le chapitre précédent, dans lequel nous nous sommes intéressés à l'apparition de différentes pathologies. Ici, nous nous intéressons à un problème médical qui est décrit ou qui est téléchargeable dans la section Dataset sur waikato.github.io et nous vous invitons à télécharger l'archive jar qui s'appelle dataset-uci.jar. Dans cette archive, l'exemple médical que nous avons retenu, c'est l'exemple diabète.arff. Et cet exemple, en fait, permet d'étudier les liens qui existent entre un certain nombre de données métaboliques, entre autres, et le fait d'avoir ou non du diabète. Vous pourrez consulter facilement ce fichier. Vous verrez qu'il est suffisamment important en termes de volume pour qu'on puisse faire des études sérieuses, mais il existe d'autres fichiers sur ce site que vous pourrez aussi utiliser pour compléter les différentes études. Alors, de manière générale, que cherche-t-on à faire lorsqu'on s'intéresse comme cela à un problème de classification ? Eh bien, on cherche à regrouper des individus qui se ressemblent. Dans la méthode des centres mobiles, par exemple, on va essayer de faire des classes. Et pour cela, on va introduire une notion de distance.
Alors, la notion de distance est quelque chose qui peut être relativement compliqué à définir. Il existe beaucoup de notions de distance, mais peu importe la notion que l'on retient, ce qu'il faut, c'est que cette notion de distance soit pertinente. Et si cette notion est pertinente, bien, on pourra dire que les individus qui appartiennent à une classe bien, partagent ensemble un certain nombre de caractéristiques communes. Sur l'exemple que l'on voit ici sur la gauche, il y a 3 classes qui ont été identifiées et le centre de la classe est un élément important de la représentation graphique que nous avons donnée ici. Alors, d'un point de vue pratique, la mise en œuvre de ce type de méthode est extrêmement simple avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Appliquer ce type de méthode en Python, ce n'est que quelques lignes de code, le plus grand nombre de lignes de code étant destiné à relire les données, mais le calcul de ces classes est extrêmement facile. Et une fois que ce calcul est fait, comme toutes les méthodes qui vont permettre de faire des classements, ensuite on va pouvoir prendre un individu qui ne fait pas partie de la population initiale et se poser la question de quelle classe cet individu se rapproche-t-il le plus. Donc on va pouvoir à ce moment-là faire de la prédiction. En pratique, les codes Python sont extrêmement faciles d'accès. Il y a une méthode Kmin qui est directement accessible dans la librairie sklearn qui fait le travail. Et une fois que ces calculs sont faits, on peut directement afficher le centre de la classe. Et une fois qu'on a les classes, eh bien, comme on le faisait avec les réseaux de neurones, on peut créer à ce moment-là un individu nouveau qui n'était pas dans la base d'apprentissage, ici sous la forme d'un vecteur x, et on va pouvoir appeler la méthode predict qui va calculer la classe la plus proche, entre guillemets, de l'individu. Alors ça, c'est une première famille de méthodes. On trouve des méthodes un peu moins connues, telles que les méthodes ascendantes hiérarchiques, de classification ascendante hiérarchique, qui elles aussi sont très faciles d'accès avec les outils de type Python. Il suffit de relire les données et de les mettre dans le format qui est accepté par la librairie. Et à ce moment-là, on obtient des représentations sous la forme d'un dendrogramme, comme on le voit ici. On ne va pas s'attarder dans cette vidéo sur la manière dont on fait ce travail-là, ni sur l'interprétation des résultats. Tout ceci est détaillé dans le chapitre. Il s'agit juste de rappeler ici les concepts généraux et d'essayer de mettre en perspective le travail qui est proposé dans le chapitre. Pour terminer, on va citer l'analyse en composantes principales, qui est une des méthodes les plus connues. Je vous invite à lire, à consulter le support de cours de Rico Racco Tomala de l'Université Lumière Lyon 2, qui propose dans un PDF une très très bonne présentation de ces méthodes avec un exemple numérique simple lié à les caractéristiques des véhicules. C'est une très bonne introduction dans laquelle il n'y a pas la partie théorique qui peut être difficile d'accès, mais il y a une approche très pragmatique. Pour notre part, ce qu'on va retenir de ces méthodes d'ACP, c'est que c'est une troisième catégorie de méthodes qui a pour objectif d'essayer de trouver un axe dans le nuage de points qui est le porteur du plus grand nombre d'informations, ou des informations principales. Alors, ne rentrons pas dans les détails, mais ceci est lié à la notion de vecteur propre et de valeur propre, sachant que la notion de vecteur propre et de valeur propre est entièrement prise en charge par les librairies Python aujourd'hui. Il suffit, entre guillemets, d'appeler les méthodes de la librairie pour pouvoir avoir accès à ces vecteurs propres. Ce que cette analyse en composantes principales va permettre de faire, c'est de trouver un ou deux vecteurs propres, séquentiellement ou en même temps, qui vont être porteurs des informations principales. Et un vecteur, ça va être ensuite des valeurs numériques associées à chacune des colonnes que l'on retrouve dans les données d'entrée.
Une fois qu'on a identifié ces colonnes, on va pouvoir à ce moment-là interpréter ces colonnes, leur donner du sens en regardant les attributs et en particulier les poids des attributs qui sont portés sur chacun de ces axes. C'est la partie interprétation des résultats que nous avons fortement développée dans le chapitre et que je vous laisse lire. Alors, ce chapitre, contrairement aux autres, ne traite pas d'une méthode, comme on vient de le voir, mais de plusieurs méthodes, en essayant de montrer que ces méthodes sont complémentaires les unes des autres. Vous trouverez aussi, et c'est important de le noter, une présentation assez pragmatique des méthodes SVM. Il faut noter que c'est des méthodes dont la partie théorique est relativement complexe. Et on ne peut que vous conseiller de compléter la lecture de ce chapitre par la lecture d'un article de Creusier et Bietri, publié en 2014, mais aussi par la lecture de Muten et Muten, un plus user guide que vous trouverez directement sur Internet. Bonne lecture à tous.